Yes. Yeah. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cowboy, Right. you coming, I don't I'm know an where, and outsider. you I'm talking an to us. idiot. Et bonjour à tous, deuxième épisode avec Mathieu Soubiel. On a découvert dans le premier épisode son histoire, où est-ce qu'il est arrivé et comment il est arrivé dans le football. Et là, on va découvrir la continuité. Donc sur le dernier épisode, on était resté à, on va dire, toute humilité gardée, le passage du foot de jeunes au foot d'adulte avec passage au niveau régional, les premiers pas avec les adultes, les premières consécrations, on va dire, en termes de titres, de parcours et comme on a dit, d'humilité, de remerciement du foot et de tous les efforts qu'on a donnés pendant des années et qui nous remercient à la fin dans le monde senior. Où est-ce qu'on pourrait partir après ça, Mathieu? Après les consécrations du monde senior? On pourrait partir sur après ces années-là, j'obtiens mon BTS pour faire le parallèle, c'est-à-dire que je suis pas, j'ai pas déjà 30 ans à ce moment-là. Je suis encore bien plus jeune. Donc j'obtiens mon BTS et là commence aussi j'ai intégré le monde adulte dans le sport. Ça c'est un fait, mais il va falloir intégrer le monde adulte aussi dans la vie du quotidien. Donc voilà, sortie d'études, je m'arrête après le BTS que j'ai obtenu. Donc après, vient l'envie et le besoin de bosser aussi. Donc un peu moins, ça devient un peu impactant du coup sur ma pratique du sport et du foot. Je choisis d'aller faire une année à Saint-Pierre-du-Mont en première. À l'époque, ils sont en DHR. Et ça fait 2 ans qu'ils jouent et qu'ils manquent de peu la montée en DSR. Donc DSR, c'était juste en dessous de DH à l'époque, de division d'honneur. Donc pour un club de petite ville, à l'époque, il devait avoir peut-être 10 000 habitants. Aujourd'hui, ils en ont 12 000. Donc il devait être aux alentours des 10 000 habitants. C'était un super niveau. C'était avec un bon coach et c'était Thierry Chiarello à l'époque. Donc ancien joueur de foot. Il a coaché après joueur de foot de haut niveau déjà. Il a coaché après la première au Stade Montois à l'époque du National, la CFA, CFA2. Donc voilà, un coach à référence, un coach qui connaît le foot, avec une équipe qui est hyper compétitive aussi à l'époque à Saint-Pierre, à Saint-Pierre-du-Mont. Donc j'y vais sur une saison. Ça commence bien. Écoute, je m'intègre relativement bien et vite. Je connais déjà, pour pas dire tout le monde, les trois quarts des joueurs avec qui j'évolue. Le club, je le connais bien aussi. Mon oncle qui a été vice-président à l'époque. Et voilà, c'est des clubs avec qui on est quand même assez proches. Donc tout se passe bien. On commence parcours en Coupe de France. Donc là, je découvre la Coupe de France aussi. Parce qu'en réserve au stade Montois, tu la joues pas la Coupe de France. Donc là, tu découvres les premiers tours de Coupe de France, les premiers matchs dans un club avec un environnement différent. Et puis après, au bout de 3 mois à peu près, 3 mois, et ben là, la situation pro me rattrape. J'ai besoin de travailler. Je trouve pas ce qu'il me faut là où je suis. Des choses qui devaient se goupiller avec ma venue au club n'ont pas pu se goupiller. Et donc du coup, je mets un petit peu entre parenthèses et je pars sur Bordeaux. J'ai un pote qui me dit je peux t'héberger si tu veux, moi ici il y a du boulot, intérim, pas intérim, peu importe. Si tu veux, tu viens quelques semaines, quelques mois, si ça peut t'aider, voilà, moi je te présente, on va dans les agences, on postule. Voilà, si tu bosses, t'arrives à te mettre bien, une fois que t'es bien, tu t'installes, et sinon on aura essayé, quoi. Donc du coup j'y vais. Donc foot un peu entre parenthèses.
je, je stoppe un peu ma saison et je pars bosser sur Bordeaux. Ça se passe bien. Ça me fait grandir aussi en tant qu'homme, parce que j'avais ce besoin un peu d'émancipation, de quitter un peu ma terre natale et voilà, d'aller apprendre par moi-même. Donc d'aller me cogner au coin du mur aussi, hein, on va pas se mentir, hein. Je suis pas parti vivre le rêve américain, mais voilà, donc je fais quelques mois à Bordeaux où je bosse, je pense entre 4 et 5 mois peut-être. J'arrive à bosser régulièrement, à être voilà, à être relativement autonome et puis après ça s'arrête parce que j'avais pas assez au final avec l'intérim, mais j'arrivais pas à passer un step au-dessus, à trouver un boulot fixe, j'avais pas assez pour pouvoir m'émanciper et prendre mon logement, etc. Donc après je décide de débarrasser le plancher de chez mon pote et de rentrer à la maison, hein, parce que voilà, je suis pas là, j'allais pas vivre non plus à ces crochets. Voilà, je reviens à mon 2 et puis après je retravaille, voilà, je fais la même chose, je me dis je vais faire l'intérim, je vais bosser. Donc j'ai toujours bossé en fait. Depuis que j'ai pu travailler, j'ai toujours travaillé dans toutes les usines qui existent. Peu importe le boulot, je pense que je les ai tous faits, de l'agent d'entretien à l'agent dans les usines de poissons. J'ai coupé l'herbe, j'ai tendu les pelouses, j'ai vidé les poubelles, enfin voilà, j'ai tout fait. Je travaille dans la restauration. Et donc voilà, je me consacre quand même pas mal sur cet avenir pro, plus que sur l'avenir sport. Donc je mets un petit peu entre parenthèses. Je finis pas la saison à Saint-Pierre, je reprends pas au final. Parce que mais les 4 mois, 4-5 mois de boulot nous mènent à quasiment fin de saison. Je crois que je passe une année sans reprendre de licence, nulle part. Et, euh, et après, je repars dans un petit club où mon père est appelé avec plein d'anciens du stade. Il remonte un club à la Brite, avec Quentin, les frères pas sérieux, avec pas mal de bons joueurs avec qui on avait pu jouer. Laurent Lafourcade aussi, je sais pas si tu connais. C'est des joueurs voilà, qui avaient Quentin pas sérieux à 17 ans, il joue en CFA2 au Stade Montois. Peut-être 18 ans, tu vois. C'était Laurent Lafourcade, il est parti au Girondins, enfin voilà. Donc je pars moi ce petit en première division de district, mon père coach. J'ai que des potes dans l'équipe, il y en a un ou deux qui viennent aussi avec moi se rajouter. Plus en foot plaisir, je bosse et je trouve parce que là j'ai trouvé un boulot fixe, donc je deviens conseiller commercial dans l'automobile, donc j'ai pas le temps. Euh, je travaille du lundi au samedi, je fais des heures pas possibles, du 8h, 19h, 19h30, voilà, compliqué. Donc voilà, je prends plaisir à jouer une saison là-bas. Et puis ça me permet je retrouve goût au final au foot qui m'avait sûrement manqué pendant l'année de coupure. Et donc l'année d'après, après je repars au stade. Et et puis après, on va arriver à un tournant qui sera pas l'épisode l'épisode suivant, mais qui va être le tournant, qui va être le fil conducteur, je pense, de cet épisode-là. C'est sur ma revenue, sur mon retour au stade. Je joue voilà avec la réserve, avec la 3. Première div ou PL, je crois à l'époque, je me rappelle plus. Et et puis entre-temps, j'ai une stabilité professionnelle qui fait que j'obtiens une stabilité financière, qui fait que du coup les deux trois cases qui étaient restées vides jusqu'à maintenant, je les remplis avec l'argent que je gagne et je gagne correctement ma vie. Donc donc il y a un plaisir qui me tenait vraiment bien à cœur, c'était de m'acheter une moto. Donc je m'achète une moto. Je m'achète je m'achète une moto et je kiffe. Donc du coup les seuls moments que j'ai un peu d'évasion le dimanche c'est foot et moto et
Je rencontre ma future femme en même temps de tout ça, en fait. Donc il y a un nouveau boulot, retour au stade Montois, tu te fais plaisir parce que indépendance financière et stabilité. Et je rencontre la personne qui deviendra ma femme. Je me marie là on est en 2017 du coup, on est entre 2016 et 2017. 2016 j'intègre ce boulot et 2017, fin 2017 je me marie. Et décembre, et 3 mois après, le 4 mars, mon indépendance financière qui m'a permis de m'acheter ma moto me conduise à vivre, je pense, ce que je peux appeler le plus gros drame de ma vie. Voilà, j'ai un accident de moto un dimanche, un dimanche 4 mars, hyper beau, route connue, pas de risque de prix, je suis à 20-30 km/h, je suis en touriste, je freine, je perds le contrôle de la moto, je suis éjecté et gros choc déjà sur le sol et avec l'élan parce que mine de rien à 20-30 km/h il y a quand même de la puissance, il y a quand même de l'élan. Une fois que tu glisses au sol, je termine ma course dans un poteau et je tape ma colonne vertébrale qui est du coup fracturée à ce moment-là sur à cause de l'impact sur le poteau. Donc là, gros moment de panique, gros moment de détresse, d'impuissance. Je ne me rappelle pas une seule seconde avoir eu mal de quoi que ce soit. Par contre, je me rappelle des émotions que j'ai pu ressentir et des peurs, de la peur surtout, de la peur, l'angoisse et l'impuissance. Et voilà, je suis allongé au sol. Je sais pas, mais au fond de moi, je sais en fait. Hmm. Donc c'est pas, je sais que je vais être handicapé parce que j'y pense. Pas une seule fois, tu vois. Mais je sais qu'il y a eu il y a eu un truc grave. Je le ressens en moi. Je sais pas, il y a un truc qui me traverse. Tu Tu connais ton corps, tu sais pas ce que c'est, mais il y a un truc que tu connais pas. vois, parce que t'as pas mal, tu saignes pas, t'as pas en fait, il y a rien, mais il y a tout. Il y a aucun indice qui pourrait te mettre sur la voie d'eux, mais en fait, tout ton ressenti t'indique qu'en fait, c'est la merde, en fait, là. Tu sais pas quoi, mais c'est la merde. Je suis allongé à plat, je le sais pas encore, que je suis allongé à plat sur le dos. Parce que très vite, en fait, je tombe là où je suis né, en fait. Euh, Tu vois, je vais te mettre ma main là, t'as l'Argenté, t'as Hélène Boucher, t'as l'école de l'Argenté et t'as le quartier du Père Watt. Tout ça, ça tient dans la paume de ma main. Mais c'est symbolique, mais symboliquement parlant, tu connais la ville et c'est vraiment ce que ça représente. C'est un cœur, voilà. Et, eh ben, j'ai habité Hélène Boucher, j'ai côtoyé les deux écoles, j'ai grandi sur les terrains. Il me manquait juste une partie du territoire du quartier à occuper. Mais je tombe devant l'école du Père Watt avec ma moto et la boucle est bouclée quoi. J'ai rempli j'ai rempli toute la carte de manière symbolique, mais voilà, ça représente toute mon enfance en fait cet endroit, tu vois. Et ces quatre endroits et notre quartier du Père Watt, Hélène Boucher, l'Argenté et mes écoles. Et en fait, il m'est arrivé, tous ces endroits m'ont fait vivre des choses. Tous ces endroits sont au final partie intégrante de ma vie, font ce qui constitue mon histoire d'aujourd'hui, tu vois. Et voilà. Et donc je sens que j'ai l'impression d'être. Je sais que je suis sur le dos, mais je sais pas que je suis à plat. Et j'ai l'impression que j'ai mes jambes qui touchent le ciel en fait. Donc j'ai l'impression en fait concrètement que je suis assis à l'équerre, enfin que je suis allongé à l'équerre. Mais une position que jamais de la vie, même tu fais du gainage, voilà, c'est pas logique. Et donc du coup je questionne, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est autour, parce que beaucoup de monde me connaît, il y a plein de gens qui ont assisté à mon accident, plein d'amis à moi, et on me dit non, t'inquiète, t'inquiète, on me répond pas. Et moi je sais, du coup on me répond pas, ça veut dire que tu veux pas me dire. Je dis ouais, j'ai mes jambes en l'air et tout, non, t'inquiète, tout va bien. Tout. Du coup je pose la question à l'inverse. Vous m'avez bien mis les jambes à plat là.
que tu vois, que je sais plus comment je tourne, tu vois, genre, Euh, j'ai pas un problème. Non, non, t'inquiète, t'es bien allongé sur le sol, t'inquiète pas. Et là, on me dit, t'es bien allongé sur le sol. Alors que moi, j'ai là, l'impression que du coup, là, je me dis, là, il y a une dinguerie. C'est pas il y a un possible. loup. Ouais, il y a Et quelque chose. malgré ça, tu es encore assez lucide pour penser à tout ça. Vraiment, du coup, tu as zéro douleur sur quoi te concentrer, hein. Zéro douleur, j'ai rien. Tu sais même à quoi je pense. J'ai encore la lucidité de dire à un tel, prends mon téléphone, va dans mon répertoire, le code c'est ça, appelle un tel, c'est ma femme, dis-lui j'ai un accident. Un autre à qui euh, c'était un petit à l'époque, tu vois, et c'est un ami aujourd'hui, tu vois, c'est plus un petit. Euh, que je voulais accompagner dans le cursus de formation pour que lui aussi il était intéressé par le métier que je faisais. Donc je voulais l'accompagner, les écoles, l'intégrer, etc. Et à ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie, hein. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est moi qui lui dis, t'inquiète pas, on a parlé, toi et moi, c'est pas parce que là j'ai une merde, ça va continuer. Je lui dis, je vais te mettre en relation avec un tel, ton école tu vas la faire, ton truc tu vas le faire, t'inquiète pas. Tu sais, en fait, je sais pas comment te dire. Je pense que tout ça, c'est un mélange entre, t'as l'adrénaline, tu sais, t'as le choc, et pourtant, j'ai pas perdu connaissance, je suis pas devenu délirant, tu sais, j'ai pas eu de moments, j'ai pas eu de soucis par rapport à tout ça. Tu es resté Mais super en fait, lucide quoi, mais dans en la fait, situation. quand tu y penses, tu te dis, mais mec, et moi, il me répondait, il me disait, ouais, mais t'inquiète, déjà, soigne-toi, fais ce que t'as à faire et tout. Je lui dis, ouais, mais non, c'est plus important, là, il faut que tu ailles passer ton diplôme, il faut que tu ailles faire tes trucs, c'est important et tout. Et ça, je me rappellerai toute ma vie, tu vois. De qui m'a parlé, à qui moi j'ai parlé aussi. Voilà, je peux te sortir tous les noms si je veux. Qui m'a parlé, qui m'a rassuré, qui m'a dit quoi. J'ai les mots, j'ai les trucs. Bref, je pars, l'ambulance arrive. Vu comment je suis manipulé, je sens que je sens que c'est de plus en plus grave, avec tout le côté médical ça y est, qui est intégré. Je suis hyper inconfortable sur cette espèce de brancard rigide qu'ils te mettent. Ils m'ont mis dans une coque, en fait. Tout bloqué, les minerves, les trucs. En fait, c'est là où je ressens vraiment peut-être la seule fois un peu de douleur. Je suis allongé sur le dos, mais en fait, j'ai j'ai un morceau de ma colonne, c'est des carrés, hein, c'est des jolis glaçons, comme des glaçons tout carrés. J'en ai un, il est en position de losange. Donc allongé sur le dos, il te fait mal, en fait. Tu Ouais. vois, c'est sur l'angle. Et voilà, j'arrive à l'hôpital et, et en fait, je suis héliporté. J'arrive là-bas, toute l'agitation que ça procure. Je comprends que là, c'est dinguerie. On me met je pense sous morphine. Voilà, on commence déjà à préparer mon corps à l'après sans me l'annoncer, tout en me rassurant. Et en fait, voilà, on m'explique que je vais partir à Bordeaux en hélicoptère et que c'est relativement grave, urgent. Et, euh, et voilà, donc je pars, hôpital Pellegrin, hélicoptère, toute ma famille, mes parents, est rapatriés, enfin, ils prennent la route avec ma femme. Et voilà, grosse opération, colonne, mais j'ai aussi 10 côtes de fracturées du même côté. J'ai une épaule de fracturée, j'ai les deux poumons de perforés, donc j'ai des drains à gauche et à droite avec des liquides. Ouais, j'ai du liquide dans les poumons. J'ai Voilà, c'est grosse opération, placé dans un coma artificiel pour soulager et optimiser ma récupération due à cette grosse opération. Et On entend la famille. ouais, le réveil de la sieste. J'ai eu un pas. Encore ça va, il est pas venu pour me monter dessus et tout, tu vois. Mais ouais, voilà, donc derrière, je passe un bon gros mois, je me réveille du coma, enfin, on me réveille du coma comme il est artificiel. Et, et je me réveille, il reste plus que mon frère autour de moi. Euh,
Ma femme, mes parents sont partis prendre l'air. Enfin voilà, c'était horrible en fait. Je pense l'image qu'ils avaient eux à côté d'eux. Et donc il reste mon frère et j'entends encore ces mots et à mon réveil, tu vois. Et, et puis voilà, après un mois de réanimation, donc le service, c'est un service compliqué. T'es dans une chambre, tout est, t'es blanc, tout bip, tout est hyper médicalisé. Je suis au tripode, donc c'est un service qui est très très lourd dans un hôpital. Et donc tu vis au rythme en fait des passages des chirurgiens, euh, des infirmiers, infirmières, des visites. J'ai énormément de visites, énormément de soutien physique et à distance. C'est un défilé en fait. Même eux, ils sont choqués là-bas à l'hôpital en fait. Et il y a des gens qui viennent, ils peuvent même pas venir, ils peuvent même pas me voir tellement qu'il y a du monde. Tu vois, c'est un truc de fou en fait. Je reçois voilà une force déjà, une énergie impressionnante et hyper forte en fait à ce moment-là. Et puis voilà, et puis après on part sur presque 6 mois, quasiment 5 mois et demi de Le réveil de la sieste. le réveil de la sieste. On part sur 5 mois, ouais, 5 mois et demi de centre de rééducation, de réadaptation. Je pars à Cambo, parce que là il faut que je réapprenne tout en fait, hein. Je suis devenu paraplégique. Donc j'ai plus l'usage de mes jambes, j'ai mis mon ressenti jusqu'on va dire jusqu'aux cuisses, bas de cuisse. En dessous c'est plus grossier, j'ai plus l'usage de mes jambes, donc je vais plus pouvoir me mettre debout, plus pouvoir marcher, courir, etc. Et donc il faut que je retravaille plein de choses parce que à mes débuts, du coup, j'ai plus d'équilibre. Donc même de tenir assis, j'y arrive pas. Il faut que j'ai ma main gauche et ma main droite qui me tiennent parce que je tiens pas. Je peux pas me pencher en avant sinon je roule. Je peux pas me pencher en arrière sinon je m'allonge. Et donc voilà, ça c'est frustrant parce que cette impuissance que tu ressentais quand tu as vécu l'accident, là tu la ressens partie intégrale de ta vie en fait, tu vois. Tu te dis comment je vais faire en fait. Et là, et là au niveau, on en a parlé la dernière fois, mais tu me disais du coup, comment tu vis toute cette énergie, tout cet amour qui t'est donné, tu dis au début, et comment ça se passe? Et ça t'apporte plein de choses, et au moment où ça s'étiole un peu, parce que bah, comme tu disais, une fois où on en a déjà discuté, chacun doit reprendre aussi le rythme de sa vie. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que toi, ça te libère? Est-ce que aussi des fois, le fait d'être tout le temps avec quelqu'un, ça te permet aussi de respirer, de prendre du recul, ou ça devient un manque, il y a un déchirement? Qu'est-ce que tu ressens à ces périodes-là? Alors tu vois au début t'en as beaucoup, mais tu réalises pas encore trop ton état, ce qui va suivre, etc. Donc c'est bien, t'es content. Mais c'est ce qui te maintient aussi en dehors de la réalité, je pense, à un moment donné, de ta réalité. Et après, à un moment donné, ça devient trop. Ça devient trop, en fait, à un moment donné. Ça te prend trop d'énergie. Aussi. De quoi? Il veut participer aussi. Ouais, il veut participer, ouais. Ouais, au bout d'un moment, comme je te dis, ça te coûte trop d'énergie. Parce que toi, ce que tu vis déjà en termes de soins, en termes de tout ce que tu as à encaisser, tout ce que tu as à vivre, etc., c'est, au bout d'un moment, c'est trop. Donc il y a des fois, on a dû dire stop. Euh, Moi, j'arrivais pas à le dire, donc c'est là où mes parents, ma femme ont réussi à mettre une bonne gestion du flux de visites en place. Donc il y avait quasiment un planning qui se mettait, les gens écrivaient avec ma femme, aujourd'hui il y en a un tel. Donc s'il n'y avait pas plus, voilà, dès l'instant on arrivait
5, 6, 7, 8 personnes, je dis une bêtise, sur la journée, on bouquait pas plus, quoi. On bouquait pas plus. Après, tu sors de réanimation, tu pars en centre de rééducation, et là, ça commence à s'essouffler. Chacun reprend sa vie aussi. Donc là, tu es à 3 semaines, un mois d'accident. Et les gens ont été présents un mois déjà, un truc de fou. Enfin, ils ont été présents un mois. Ils ont pas arrêté, hein. Et ils sont toujours, pour la majorité d'entre eux, toujours présents aujourd'hui, tu vois. Mais voilà, t'arrives au centre de rééducation, on te sort de ton cocon dans lequel tu vivais depuis un mois. Tu fais ton premier trajet en voiture. Du coup, après brancard, tu arrives dans un nouveau endroit. Il va falloir que tu fasses tes nouveaux repères. Et puis c'est toujours aussi loin de Mont-de-Marsan, hein. C'est toujours à 1h30 à peu près. Donc voilà. C'est dur après, tu te sens seul. Et en fait, tu te sens entrer dans une réalité parce que tu es dans un centre de réadaptation, un centre de rééducation. Donc là, en fait, tu sais que tu viens. T'es plus dans un service où tu es dans un lit et t'attends les soins. Tu es dans un service où il va falloir que tu sois acteur, actif pour toi et au quotidien, en fait. Donc, tu vas te manger, c'est là où tu vas manger tu vas manger la réalité de ton état physique. Et c'est là où tu À un vas moment, tu es découvrir, obligé d'affronter vraiment la chose, quoi. c'est ça. Et tu vas découvrir ton état psychologique à ce moment-là. Moi, le mois en réanimation, au tripode, post-accident, etc., mon état psychologique, je le subis pas, en fait. Tu vois? Mais, euh, mais là, je vais commencer à le sentir. Je vais commencer à le sentir et voilà. Donc, j'ai pas peur de dire, on en a déjà parlé, que visite, il y a toujours, mais que là, ben, quand tu te retrouves après le soir tout seul dans ta chambre, ou des fois à passer quelques jours d'affilée sans avoir de visite, quand tu étais habitué pendant un gros mois à avoir tout le temps du monde, tu vois. Et même si tu n'avais plus de visite, tu étais dans un service où, en fait, toutes les heures, on vient te voir, réanimation, ils sont toujours avec toi, les gens, tu vois. T'es jamais seul, en fait. Et ça va, et tu veux ci, et tu veux ça, et truc. Donc, donc là, quand ça s'arrête, après, je pleurais dans ma chambre, tu vois. Je pleurais. Je pleurais pas tous les jours, mais je pleurais. Parce que tu te manges tout ça d'un coup, en fait. C'est une vague, là. C'est une vague qui arrive avec toute l'émotion, toute la peine, la peur de l'avenir. Voilà, t'as plein de questions qui sont sans réponse et que t'as peur de poser, donc qui vont rester longtemps sans réponse, même, tu vois. Tu es C'est, seul face à toi-même et la suite. je sais même pas si je suis seul face à moi-même ou si je suis peut-être à ce moment-là à côté de moi-même et de cette situation. Je sais pas comment te dire. Tu vis en... Quand tu arrives à être seul face à toi-même, moi, cette image que j'ai enfin, l'expression de comment je la représente, d'être face à toi-même, ça veut dire que tu te regardes dans tes yeux, tes responsabilités, tu les prends, entre guillemets, t'assumes, tu vois, t'es là, t'es prêt. Moi, je suis pas prêt encore là. Donc c'est pour ça que Là, je tu te es un dis, peu en à côté, décalage, tu te voilà. regardes. Je suis peut-être plus à côté, ou peut-être que je regarde de haut ou de bas, mais je suis un peu spectateur et je subis en fait. Mm, mm, mm. Tu vois? Donc là, j'ai pas la prétention de dire que je suis capable d'être face à moi-même. Face à moi-même, ça me fait penser à un miroir. Incapable, là, devant un miroir, me voir dans cet état, sur un fauteuil roulant, machin, j'ai maigri, décerné, avec entre les opérations, les morphines, les nuits blanches, enfin voilà, tu t'es pas sous tes plus beaux jours, tu vois. Puis j'avais quelques stigmates de mon accident. Tu vois, j'avais des écorchures sur les mains, voilà, j'étais encore, il y avait un traumatisme apparent aussi, quoi. Il y avait quelque chose. Donc voilà, après, centre de rééducation, ça se passe, on va dire, moyennement bien. Ok, je fais des belles rencontres, mais je vis des moments aussi pas cool. Je fais des super rencontres de personnel soignant, d'autres patients.
mais je vis aussi voilà, des moments pas ouf avec certains membres du personnel ou voilà. Euh, Pas toujours évident. Pas toujours évident. Donc, on chemine, je fais ce que j'ai à faire, je prends ce que j'ai à prendre. Et, euh, et puis après, les mois passent et on commence à me donner un peu de largesse et de m'autoriser à sortir un peu le week-end. Donc, pas rentrer chez moi, mais je peux sortir le week-end, la journée. Donc, je comprends que je suis dépendant parce que du coup, ok, j'ai l'autorisation de sortie, mais qui c'est qui vient ce week-end? Est-ce que quelqu'un vient? Du coup, tu vois, ça fait 4 mois que t'es pas sorti, à part dans ton centre, super. Mais t'es content, t'as le droit de sortir, mais qui vient? Ouais, je peux sortir, mais qui peut sortir avec moi, quoi. Et qui vient? Combien de temps? On va faire quoi? On va où? Moi, je suis pas prêt à aller partout. Vous voulez aller là, mais ah non, moi je veux pas, tu vois. Et en fait, tu comprends ce que c'est Ouais, de suite que tu comprends que ton état, au moment où je le vis là, je suis dépendant. Je suis devenu donc je suis passé de quelqu'un qui cherchait à s'émanciper, tu vois, sur la fin du premier épisode, à là, je redeviens dépendant, en fait, de tout. Parce que, euh, parce que même sans rentrer dans les détails, hein, la dépendance, je l'ai ressentie aussi. Quand tu arrives en centre, c'est des gens qui me lavent, comme à l'hôpital, hein. On me lave, on m'amène aux toilettes, on m'habille, tu vois. Il y a un truc qui tombe, ben, je peux pas descendre du lit, il faut sonner, quelqu'un vient me le ramasser. Je suis dépendant pour tout, en fait, tu vois. et Mais ça, euh, en plus, t'en parlais tout à l'heure, mais t'étais dans une phase ascendante, on va dire, de la vie, de l'épanouissement, etc. Et la chute, elle est je pense, d'autant plus lourde. Et comment tu t'arrives à te relever de ça tu parlais tout à l'heure de Dancy dans le foot. Là, tu es un peu dans le même schéma, mais dans ta vie au global. Comment tu arrives à activer la remontée? bah, la remontée, elle se fait avec, grâce à ma femme, grâce à mes parents, ma famille, mes amis, déjà tous les gens voilà, qui ont de près ou de loin, à un moment donné, ne serait-ce qu'une pensée, un mot, une action, peu importe, de soutien, de compassion, d'amour, d'amitié. Mon entourage global m'a vraiment aidé énormément. Et puis en fait, comme je le dis souvent quand je parle de cette épreuve-là, là dans mon accident, c'est mon choix de faire de la moto ce jour-là. C'est pas mon choix d'avoir l'accident, mais c'est en fait mon choix qui conduit à un accident qui emmène tout le monde dans les conséquences de mon choix en fait. Tu vois? Donc j'ai amené ma femme en premier. On est 2 mois, même pas et demi de mariage. Cadeau à mes parents, qui je pense pour eux ça a dû être aussi assez horrible de vivre ça et de voir leur enfant devenir handicapé, tu vois, en fauteuil roulant. Euh, Mes amis, je les embarque aussi, parce qu'ils me soutiennent, ils restent là, ils sont toujours là aujourd'hui. Donc, en fait, d'avoir embarqué tout le monde, tu te rends compte que, à un moment donné, que ça te donne une force. En tout cas, moi, ça m'a donné une force, mais ça m'a donné une responsabilité aussi, dans le sens où, à un moment donné, ok, ils ont fait le boulot, pas que je me sens redevable, hein, parce que à aucun moment je me suis senti redevable d'avoir ressenti du soutien, de l'amour, de l'amitié, peu importe. Mais en fait, on parlait de face, pour ma propre face déjà. Je peux pas. En fait, je peux pas.
Mon éducation, c'est pas ça. Ma mentalité, c'est pas ça. Et là, il y a un enjeu. Il y a des gens, ils sont là pour moi. Ils ont sacrifié de leur temps, ils ont sacrifié de leur congé, de leur énergie, de leurs larmes. Ils ont sacrifié tellement de choses, en fait, pour moi, juste. Je peux pas, tu vois, Ouais, t'es je peux obligé pas de faire flancher, en face. fait. T'es obligé de Pas faire flancher. face. Et ouais. Donc là, je fais face. Là, je fais face. C'est un cheminement, petit à petit, hein. C'est pas, ça y est, je fais face et tout s'est fait. Mais là, je me dis, bon, voilà, il va falloir s'y remettre. Donc, ben, on décide de stopper mon aventure en centre de rééducation. Déjà, ça va pas. Je sens que je suis au bout. Je commence dans ma tête, à ressentir plus les effets néfastes que positifs de rester là-bas. La distance fait que elle m'éloigne toujours des gens qui me donnent au contraire, eux, cette force, cette positivité, cet élan pour enclencher les choses. Allez, je rentre. Rendez-vous, chef de la clinique, là, etc. On veut partir. Oui, vous pouvez pas, c'est pas comme ça. On veut partir. Et pas dans 3 semaines, on veut partir là. Donc en fait, on accélère tout, on fait des décharges, ils nous font quelques jours, sur les quelques jours restants, quelques mises en situation pour eux s'assurer que tout est ok. Mais voilà, en fait, à ce moment-là, je suis déterminé. Donc en fait, tout est ok. Tout ce qu'ils essayent de me faire faire, les tests, eux, pour se rassurer et pour aller au bout de leur conscience professionnelle aussi, ce que je comprends, hein. Tout est ok en fait. Là, je deviens de suite, tout est plus facile en fait. C'est Ouais, et ce que puis j'ai. là, c'est décidé, et plus rien peut t'arrêter. Mentalement, Ouais, t'es déjà plus là. T'es déjà exactement. dans la suite. Donc je rentre. Je rentre chez mes parents parce que j'habitais au troisième étage, pas d'ascenseur. Donc je suis jamais reparti chez moi. En fait, mon accident, je suis jamais reparti chez moi. Je repars chez mes parents avec ma femme, juste marié. Et donc voilà, pour quelques mois, tac, 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 je sais plus si c'est 2 mois, 2 mois et demi, peut-être 3 mois, le temps de trouver un logement accessible et qui me convient, qui nous convienne. Et donc après, on aménage et là, tu te retrouves vraiment face, je sais pas si c'est face à moi-même, mais face à mon handicap dans mon quotidien. Et dans notre quotidien, du coup, dans le quotidien d'un homme marié. Donc là, t'as encore un moment d'adaptation, encore un moment pas simple à vivre parce que du coup je me retrouve des fois seul, mais seul chez moi, ça veut dire si je fais tomber un truc ou si moi-même je tombe, là j'ai plus le bouton d'alarme, j'appuie, l'infirmière elle arrive en courant en 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Soubiel? Non, mais juste je voulais une compote, vous en avez pas? Ouais, ah, tu veux une compote, gros, elle est d'en haut au placard, t'as pas pensé à demander de te la descendre avant qu'elle parte au boulot, et bien tu manges pas la compote. Donc la frustration, tu vois, l'impuissance, tu vois, plein de, voilà, un peu d'anxiété. Tu chemines, voilà, du coup, Voilà, c'est une véritable reconstruction, là. T'entames vraiment quelque chose ouais, et de... je l'ai pas abordé, mais mais je peux l'aborder aussi maintenant parce que c'est valable aussi. C'est que, c'est que durant déjà tout ce processus, on parlait de dents de scie, en termes des fois je suis méchant, des fois je suis dur en fait. Je suis pas, peut-être pas méchant, mais je suis dur. Je suis dur parce que peut-être que je pense que je m'en veux, peut-être que je pense que le mélange de la peur, de tout, le mélange de tout ça fait que je me mets dans ma petite carapace là et que je suis dur. Et que au final je suis dur injustement parce qu'au final t'es dur avec qui? Avec ceux qui sont là. Parce que tu vas pas être dur avec des mecs qui sont pas là. Et ceux qui sont Euh, restés là. une fois que une fois que tu t'es frotté les pieds sur l'infirmière qui t'horripile depuis 2 3 semaines et là ça y est, t'as vidé ton sac, t'es content. Mais sauf qu'après, mais c'est ta mère, c'est ta femme, c'est ton père ou tes amis, tu vois. Mais souvent c'était soit mes parents, soit ma femme, tu vois. Et donc là, ça m'a fait repenser parce qu'il y a des fois, je pouvais rentrer à la maison, j'étais resté quelques heures ou la journée, voilà, seul. Et comme j'étais frustré,
soit d'être dépendant, pas pouvoir sortir, de pas avoir d'avoir rencontré une problématique qui au final aujourd'hui elle est insignifiante, hein. Quand tu es à 300% autonome comme ce que je suis, en fait, elle rentrait, pas je la poussais, mais c'est, ah, tu vois, je me suis fait chier avec ça, et si t'avais pensé à ça, et si machin, et si, tu vois. En fait, c'est comme si tu rendais un peu les gens responsables Mhm. de Non, ton, de ton bien-être, de ton confort, alors qu'en fait, à l'inverse, mais c'était à toi de t'adapter à tes nouveaux besoins et de dire aux autres avant qu'ils partent, ah tiens, j'aurais peut-être besoin de ça, est-ce que tu peux le mettre à proximité? Et là, ils vont le faire. Mais eux, ils peuvent pas connaître les besoins que toi, tu vas rencontrer, ou les problématiques, tant que tu le dis pas. Et moi, en fait, le temps que je mette tout ça bien dans l'ordre, mais je suis injustement pas sympa, tu vois. et je pense que on en a parlé au tout début, mais je pense qu'aussi notre génération, pour revenir un petit peu au premier épisode, notre génération, je me retrouve un peu dans ce que tu dis, dans le fait de peut-être que aussi communiquer notre incapacité ou des fois juste communiquer nos besoins, c'est pas forcément des choses qu'on nous a appris ou qu'on a eu avec lesquelles on a grandi. Et, et je pense que c'est pour ça que des fois aussi, moi je le prends aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit que je me retrouve un peu là-dedans aussi, c'est que ben, des fois, vu que t'exprimes de la colère, mais en fait c'est juste des choses que t'as pas appris à exprimer autrement ou Ouais, c'est ça. et parce que tu aurais pu très bien le dire d'avance, mais on t'a pas appris étant petit ou on a tellement été dehors qu'on n'a pas eu ces choses-là, on n'a pas grandi avec ça. Donc en fait, des fois on garde des trucs pour nous et ça Et s'envenime, mais en même fait au on le crache contraire, sur les autres. on a même grandi pour te compléter avec, avec ce sentiment ou avec cette pudeur de surtout pas montrer ou parler de nos faiblesses, Mm. tu vois? Surtout Non, c'est pas, dur. surtout pas. Et tu vois, même aujourd'hui, voilà, après tout ce que j'ai vécu, le travail que j'ai pu faire sur moi-même aussi, tu vois, pour évoluer sur, ma manière de communiquer, voilà, d'exprimer mes ressentis, mes émotions, mes sentiments, peu importe. Mais en fait, c'est pas évident. C'est pas évident de parler d'une faiblesse et, et surtout quand on n'a pas été formaté à ça. Et nous, voilà, à la maison, et encore aujourd'hui, hein, moi et mes parents, j'ai mangé chez mes parents, tu parles de foot, tu parles de... En fait, tu parles de tout. Mais moi, heureusement que j'ai ma femme. Ma femme, elle est spécialiste, elle envoie des... Tu vois, elle jette des graines sur la table comme ça, là. Elle s'entend hyper bien avec mes parents et toute ma famille et tout. Donc elle jette des graines, elle, c'est naturel pour elle. Et c'est elle qui m'a beaucoup aidé justement à travailler sur moi-même, sur ces points-là. Et en fait, elle était vachement branchée sur l'humain. Vas-y, exprime-toi, ton émotion. Et alors, toi, qu'est-ce que tu penses là, du coup? Partage-nous là ton ressenti là. C'est quoi? Tu vois? Nous, c'est des trucs. En 35 ans, avec mon père ou avec ma mère, on n'a jamais parlé de. Alors, tu te sens bien et ta tête et alors et comment t'envisages et machin. Moi, j'ai eu des projets. Mes parents sont toujours à fond derrière moi, encore aujourd'hui dans les projets que j'ai. Ils me posent jamais de questions, mais c'est pas méchant. Et même eux, c'est pas méchant de leur part. Pas jamais de questions sur, tu sais, cette pudeur Alors déjà, je suis quelqu'un de très, comment dire, Mais je pense que tu disais un peu ça, mais je pense que même si tes parents ils te posent la question, tu dis oui, ça va. ouais, Parle voilà, jamais, parle pas des problèmes. je Ils peuvent m'étale pas pas. savoir. Tu peux être le plus heureux au max, comme le plus malheureux. Jamais tu vas le dire. En fait, ça n'existe pas. On est à table, on mange et il n'y a pas de problème. On parle pas des problèmes, on parle pas de. La tête, c'est la même que au fond de toi, il t'arrive la plus grande galère, comme tu as eu une journée de fou, à table, avec la famille, il n'y a plus. Et Ça c'est vrai, s'arrête. parce qu'au final, c'est pas que dans la faiblesse, c'est même la journée de fou, pour rebondir dessus. Même un truc, tu vois, je te disais tout à l'heure, la satisfaction, quand j'étais champion des Landes, je faisais de la boxe en même temps. Je me cachais de faire de la boxe parce que j'avais peur que mon père n'accepte pas que je fasse de la boxe.
c'était juste des croyances. Si en fait on avait été capable de communiquer, mon père il m'aurait sûrement dit, bah, vas-y, c'est bien, accroche-toi, c'est super, je viendrai te voir. Tu vois ce que je veux dire? Mon père il a su que je faisais de la boxe quand je l'ai invité à mon premier combat parce que je voulais avoir cette première échéance synonyme du travail et du parcours que j'aurais accompli pour en arriver là, pour lui proposer un projet avec déjà des ficelles bien engagées et pas juste je vais faire. Et peut-être c'était ma manière de me protéger pour éviter de recevoir le ouais, tu veux y aller, tu vas te prendre deux, trois coups dans ta gueule, tu vas arrêter, tu verras bien. Là, c'est en fait, je t'enlève l'occasion de me dire ça parce qu'en fait, je t'invite pas à payer ma licence. Je t'invite à venir à Mont-de-Marsan, il y a mon premier combat et tu vas m'encourager. Tu vois? Ça veut dire que lui, il va se faire le schéma tout seul de se dire putain, ça veut dire que ça fait déjà quelques mois, il s'entraîne, ici, il ça. Et on est dans ce côté un peu, tu sais, vachement rustre de l'homme, tu vois, où il faut montrer qu'on a, pas le pour la boxe, mais montrer que il y a quelque chose et pas juste on parle en fait. Allez, viens, Et tu viens, as ce regarde, et viens, assis-toi et regarde, On tu vois. parlait de la communication et c'est exactement la même chose. On est dans le côté, tu as été éduqué par des gens qui ont été éduqués par des gens encore plus durs. Et nous, on est peut-être la transition en fait vers les émotions, on va dire, et la communication. Et, et on est peut-être la dernière génération à avoir eu ce truc de t'es un homme, tu pleures pas, tu te plains pas, tu t'es vraiment la caricature. C'est Donc, ça. donc ouais, quand tu rencontres des gens qui te poussent à communiquer ou qui te mettent face à tes problèmes, entre guillemets, de communication, ben, des fois, ouais, tu t'es méchant un peu sans. C'est pas pour blesser, mais c'est ta façon d'exprimer la communication que t'as pas réussi à faire ou l'ouverture que t'as pas réussi à avoir avant, quoi. C'est exactement ça. Donc du coup, ouais, voilà, pour en revenir au sujet, je, ça prend du temps, mais il me manque quelque chose. On va faire une énième transition. Ok, je suis rentré à la maison, j'ai plus ce cadre que je n'aimais pas, mais il me manque un truc. Au final, dans ma vie, toujours, c'est le sport. Et en fait, je mets du temps avant de me avant de me remettre au sport. Et parce que je me vois pas faire du sport en fauteuil, parce que je me vois pas rentrer dans une case où je vais faire du sport qu'avec des gens porteurs de handicap et que je vois pas d'autres issues. Je me vois pas proposer d'autres issues que celle-ci pour l'instant. Donc du coup, je m'enferme dans un, mais je fais pas de sport. Et que tu as aussi le regard des gens qui vient et qui est difficile. Sur les premiers week-ends où je sors et après quand je rentre chez moi, t'as du mal. T'as du mal avec le regard. Tu arrives pas au début à faire la distinction entre un regard malveillant, un regard de compassion, un regard de curiosité. Du coup, tu te sens un peu observé uniquement comme une bête, comme une bête de foire, une bête de cirque. Et donc, c'est pas agréable. Et donc, voilà. Je reste loin de tous ces endroits où il y a beaucoup de monde. Je reste loin du sport. Et je reste loin du coup de l'argenté aussi. Donc, pendant un moment, je repars plus même voir un match parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Enfin, si j'ai envie d'y aller. Mon frère il joue encore. C'est ma vie quand même, tu vois. Enfin, c'est une grosse part de ma vie. Mais y aller et croiser tout le monde qui me connaît depuis tout petit, et c'est répéter à chaque poignée de main ou chaque bise donnée, répéter les mêmes choses et répondre aux mêmes questions qu'on va me poser. Par bienveillance, certes. Mais en fait, si je vais 2 heures de temps dans une enceinte sportive pour regarder un match, tous les gens que je vais croiser, j'ai pas assez de mes deux mains pour compter le nombre de fois qu'on va me poser la même question, aborder le même sujet. Que moi, il va falloir que je répète la même chose. Et Et l'impact la- la- mental, psychologique, et énergie.
En fait, t'es au fond du seau, tu rentres chez toi, tu te dis plus jamais, en fait. Donc, en fait, j'ai pas envie de vivre ça, donc je sais que je l'ai vécu à plus petite dose, donc je sais que ça va se passer comme ça, donc je, en voulant m'épargner ce côté-là, je m'éloigne en fait. Je me tiens en tout cas éloigné de, 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 de mes repères. C'est mes repères au final, tu vois. Et c'est peut-être là où s'il y avait quelque chose à refaire, que je changerais peut-être ma manière de faire. Parce que en fait, quand je vois une fois le pas franchi, le pas de fait, ce que ça apporte, l'énergie que ça donne au final, je pense que ça valait le coup se fatiguer plusieurs fois, histoire de remettre, de refaire partie, réintégrer le paysage. Après, ça allait se calmer, mais je pense que j'aurais peut-être cheminé plus rapidement sur la reprise d'un sport, sur ma vision, ma manière de me projeter par le sport, par le football aussi, pour les futures étapes. Mais je regrette en aucun cas, dans tous les cas, Mais le parcours. c'est Comme une je... partie, je pense, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est aussi une partie du process. Tu parlais de process tout à l'heure, c'est une partie de l'acceptation. Je pense que tant que t'es pas passé par ce truc de je l'accepte pas, donc je sors pas, et dans tous les cas, tant que tu sors pas, en fait, ça passera jamais. C'est ça. Mais il faut être en capacité de l'accepter, de pouvoir se projeter et de se dire ça. Et après, les fois où tu le fais, tu te dis, en fait, d'en parler, est-ce que j'étais prêt à en parler? Et en fait, quand tu t'es prêt à en parler, tu te rends compte que j'aurais dû le faire avant, mais est-ce que j'étais prêt à le faire avant? Mais par contre, tout le bien que ça m'a fait en retour, en fait, toute la frustration, tout ce truc-là qui s'échappe, quand t'en parles, tu te dis, mais en fait, je me suis privé d'en parler pendant si longtemps. Et ça me fait du bien. Donc, est-ce que tu étais prêt? On ne sait pas. Mais dans tous Prêt, les cas, ce qui pas. est... Non, je me connais. Je peux mettre du temps à être prêt, mais quand je suis prêt à quelque chose, j'y vais, j'y fonce. Et en fait, qu'on me dise oui sur le chemin ou non, en fait, si j'ai décidé, j'y vais. J'obtiens, je fais, et puis voilà. Mais donc, je pense que voilà, au fond de moi, quand je te dis si c'était à refaire, mais on choisit pas vraiment. On est guidé par notre état du moment. C'est ça. On a l'impression de choisir, mais on est guidé par notre état émotionnel, psychologique, par les influences qu'on peut avoir des gens qui nous entourent. En fait, on n'a pas vraiment le contrôle total. Et même aujourd'hui, on est tous sous influence de quelque chose. On a tous, voilà, on fait tous. On est guidé au quotidien par notre état du moment. Tu te lèves du mauvais pied, mais ta journée, bizarrement, elle n'est pas pareille que quand tu te lèves du bon. Donc, c'est que c'est bien une réalité. Après voilà, ce cheminement, il a pris du temps, mais encore une fois, c'était une réponse que je t'ai donnée tout à l'heure. Là, c'est grâce à mes amis, notamment, j'ai réussi à réintégrer le milieu du sport. J'aurais jamais parié que ça aurait été celui-ci, celui que je vais te parler. Mais, mais voilà, j'ai des amis qui m'ont jamais lâché, qui pratiquent d'autres sports, pour certains, d'autres disciplines. Et en fait, un beau jour, je viens, on vient me proposer, on vient me raconter, ouais, j'ai vu personnes handicapées, ils sont sur une jouelette. Il y a des coureurs autour, il faut participer à des courses, des 10 kilomètres, des semi-marathons, des machins. Je dis, oh, putain, c'est ouais, d'accord, mais moi je veux pas ça. Toujours pareil, j'ai pas envie de m'exposer, de me montrer. Et déjà que j'ai pas envie de me montrer à hauteur d'homme, là tu vas me mettre sur une jouelette. Une jouelette, c'est une espèce de gros chariot adapté à la pratique du sport. Donc tu es bien en hauteur, tu es à la Jules César, avec des mecs qui courent à 15 km/h autour de toi et qui se tirent la bourre pour porter ta cause, porter ton corps et se dépasser en même temps, tu vois. Mais moi, j'ai dit jamais de la vie et tout. Et puis en fait, ça insiste, en même temps ça chemine, ma femme, mes parents. Tu sais, il y a des petites piqûres de rappel, des fois on pense pas, mais il y a rien qui est anodin. Et puis petit à petit, je fais des rencontres de fil en aiguille
je me renseigne et je suis mis en relation avec une personne qui fabrique des jouelettes. Lui, c'est des Myolib qui fabrique parce que voilà, c'est un projet qui a été lancé, qu'il a lancé pour, euh, pour construire justement cet équipement adapté à la pathologie de deux sœurs qui sont des Landes comme moi, qui ont l'association La Roue Tourne. Et donc Myolib parce que je crois que le nom de la maladie c'est myopathie, si je dis pas de bêtises. Enfin, voilà. Si, Mathieu, je pense que là, on est dans la bonne transition. ok, Finir ce deuxième épisode, parce que comme on a parlé de cycle, tout on à a fait. on était dans la pleine ascension à la fin du premier épisode. On On va a enclencher le dernier levier. Voilà, avant d'enclencher le dernier levier, je pense que là, dire que tu vas repartir dans le sport après tous les tumultes dont on a parlé déjà, je pense que c'est la transition avant Là aussi, d'enchaîner. on est à plus de 3 ans. On est à peu près à plus de 3 ans de l'accident. 2 ans et demi, 3 ans à ce moment-là. 2 ans et demi, 3 ans de tout processer, le retour Ça, à rééducation, maison. voilà. C'est pour euh, ça, ça se raconte en quelques minutes, mais c'est pour ça que un long c'est vrai que processus. ce curseur temps, voilà, je m'éloigne ou je suis séparé de tout sport pendant voilà, ces 2 ans et demi, presque 3 ans. Et donc, je pense que là, le rebond, on en a parlé tout à l'heure, on connaît un peu, pour connaître un peu les loustiques qu'il y a autour de toi, le rebond sera aussi fort que Il le va être très truc a fort. été intense. Et donc, on verra ça dans un autre épisode. Merci à tous pour avoir écouté ce deuxième épisode. Merci Mathieu de t'être livré sur ces étapes de ta vie euh, qui doivent être franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour toi, pour ton histoire, et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on discute ensemble, et je trouve que c'est hyper important de faire connaître des histoires comme ça, et pour les jeunes, pour les moins jeunes, et voilà, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, de pouvoir aussi se regarder, de découvrir des parcours de vie, et je pense que la suite, le prochain ou les prochains épisodes montreront encore plus ces parcours de vie et comment on peut rebondir, peu importe ce qui peut nous arriver. Voilà, tant qu'on a de l'envie, de l'énergie, et qu'on est bien entouré, on peut faire des choses incroyables. Donc, je pense que c'est un bon moment pour couper ce deuxième épisode et pour attendre le troisième épisode où on va parler de ton rebond dans le monde du sport, entouré de tout ton environnement familial, ta femme, ta famille et les amis. Donc, merci Mathieu pour cet épisode. Merci encore une fois à tous. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez écouter le troisième épisode, si vous avez des questions. On parlera de plein de projets, donc le projet sportif, aussi une association et un rôle aussi dans le foot. On lâche pas le foot malgré tout. On est piqué, donc ça c'est depuis tout petit. Donc merci à tous et on se retrouve très vite pour un troisième épisode.